Bonjour, mon nom est Nasser Yassine, je suis un diététiste et physiologiste de l'exercice clinique qui travaille à l'équipe de santé familiale Clarence Rockland. Aujourd'hui, je vais vous présenter une courte séance sur la santé digestive et le syndrome du côlon irritable, qui en anglais s'appelle Irritable Bowel Syndrome, IBS. Je vous encourage pour la séance de prendre un crayon papier, si vous avez peut-être des notes à prendre en écoutant la présentation, puis vous pouvez possiblement partager vos questions avec soit votre médecin ou un prochain rendez-vous avec un diététiste dans le futur. Alors, voici le plan de match pour la séance. On va commencer bien sûr par c'est quoi le syndrome du côlon irritable, les symptômes associés, comment est-ce que c'est diagnostiqué, quels sont les facteurs déclencheurs tels que le mode de vie, l'alimentation bien sûr, puis comment est-ce qu'on gère les symptômes. C'est différent pour chaque personne, alors on va passer à travers une liste de différentes stratégies que vous pouvez peut-être essayer. Par la suite, on va terminer avec comment avoir accès avec un ou une diététiste, que ce soit ici à la clinique de Clarence Rockland ou ailleurs, si vous voulez aller plus en profondeur pour essayer d'autres stratégies par rapport aux symptômes que vous vivez avec. Alors, la définition du syndrome du côlon irritable est un trouble gastro-intestinal fonctionnel courant qui se caractérise par des douleurs ou des malaises abdominaux et un changement dans les habitudes intestinales. Alors, ça peut causer vraiment un inconfort qui est considérable, mais ça ne va pas nécessairement apporter un mal permanent physique dans la structure des intestins, puis ça ne peut pas se progresser dans des maladies graves telles que le cancer ou même le Crohn. Puis il y a quand même une grande population canadienne qui peut vivre avec cette maladie-là, le syndrome du côlon irritable. Ici, on voit une statistique 13 à 20%, alors c'est presque une personne sur 5 quand même. Puis les femmes sont plus souvent touchées. Puis il faut aussi dire que ça peut arriver un peu n'importe quand dans notre vie. Hein? Alors, souvent, par exemple, je vais voir des gens qui vont venir me voir, puis tu sais, dans la cinquantaine, soixantaine, ils ont maintenu les mêmes habitudes de vie toute leur vie. Puis tout d'un coup, ils ont certains troubles gastro-intestinaux qu'ils ne comprennent pas. Alors, c'est juste des changements fonctionnels qui peuvent arriver dans la vie pour différentes raisons, puis on va aller plus en détail par après. Mais c'est ça, alors ça peut nous frapper n'importe quand. Ici, vous allez trouver un lien pour une vidéo YouTube, la Société de gastroentérologie. Ça donne un petit résumé sur tout ce qui est syndrome du côlon irritable. Je l'ai mis là parce que c'est intéressant pour ceux qui sont peut-être plus visuels pour apprendre. C'est un petit vidéo 5 minutes. Alors, je vous encourage d'aller le visiter si ça vous intéresse. Ici, vous allez trouver une liste de différents symptômes concernant le syndrome du côlon irritable. Ça peut varier de douleur abdominale, constipation, diarrhée, ballonnement, flatulence. Mais il faut dire que quelqu'un qui a le syndrome ne va pas avoir tous ces symptômes-là. Il peut peut-être en avoir une ou deux ou plus. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Pour diagnostiquer le syndrome du côlon irritable, c'est important de voir deux choses en premier lieu. 1. C'est quoi l'historique de vos symptômes? 2. Est-ce qu'il faut peut-être exclure d'autres maladies gastro-intestinaux pour arriver à un diagnostic du syndrome du côlon irritable? Alors, par exemple, quand vous allez voir le médecin, selon ce que vous allez rapporter de symptômes, peut-être ils vont décider de faire différentes sortes de tests. Ici, j'ai juste une petite liste d'exemples. Ça ne veut pas dire que vous allez tout faire ça, mais c'est juste des exemples de tests qui peuvent être demandés, quelques prises de sang, une analyse de sel, une colonoscopie, etc. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas une autre maladie qui se présente. Alors, tu sais, par exemple, quelqu'un qui vient, puis soudainement, quand il boit du lait, il a plus mal au ventre que d'habitude, il a de la diarrhée soudainement, puis il n'avait pas dans le passé. Tu sais, ce qu'on se dit, est-ce que c'est une intolérance au lactose? Tu sais, ça peut se développer des fois avec l'âge pour certaines personnes. Est-ce qu'on fait juste simplement couper le lactose pour quelques semaines, voir si ça fait une différence ou non? Ou, par exemple, est-ce que quelqu'un il a mal au ventre quand il mange du blé ou des sources de gluten? Puis il y a quelqu'un dans sa famille qui a une maladie cœliaque. Est-ce que ça vaut la peine de faire un dépistage pour la maladie cœliaque pour cette personne-là? Alors ça dépend, c'est du cas par cas, bref, pour chaque personne qui vient, puis pour savoir s'il y a des tests à faire ou non. Voici les critères qui peuvent être utilisés pour le diagnostic du syndrome du côlon irritable. Alors, une douleur ou un inconfort abdominal récurrent, au moins une fois par semaine, en moyenne depuis les 3 derniers mois, sont associés à au moins 2 des critères suivants, soit la défécation, alors par rapport aux selles, un changement dans la fréquence des selles, un changement dans la forme des selles.
Alors, par exemple, quelqu'un qui a un inconfort abdominal une fois par semaine, au moins dans les derniers 3 mois, puis une personne qui avait une selle par jour, des selles bien formées, soudainement a 2, 3, 4 selles par jour, puis c'est plutôt liquide. Alors ça, c'est un changement dans l'apparence, un changement de la fréquence de ces selles. Ça serait un exemple. Ou même quelqu'un qui a vraiment mal au ventre quand il va à la selle, puis là, ces selles sont par exemple beaucoup plus dures que d'habitude. Ça peut être aussi un autre exemple qui rencontre ces critères-là. Il existe 3 sous-types du syndrome de côlon irritable. Alors, il y a des gens, par exemple, qui vont avoir plus de constipation. Il y en a d'autres, ça va être plus de la diarrhée. Et pour certaines personnes, ça va être un mix des deux. Alors, on appelle un syndrome du côlon irritable mix, alors alterné entre la diarrhée et la constipation. Pour ce qui est de la cause du syndrome du côlon irritable, la raison est inconnue pour le moment, mais les chercheurs ont différentes hypothèses de raisons pour comment est-ce que cette maladie peut survenir. Alors, par exemple, est-ce que c'est-tu des troubles au niveau moteur gastro-intestinaux, ou est-ce que l'intestin se contracte plus lentement, soudainement? Y a-t-il une infection bactérienne, ou y a-t-il des bactéries dans une partie du corps qui se sont allées se promener dans une autre partie du corps, comme par exemple dans le côlon, des fois, est-ce qu'il y a-t-il les bactéries qui ont monté en haut du système digestif sont allées dans le petit intestin. Ça peut causer des problèmes. Y a-t-il des changements au niveau des substances chimiques dans le corps, telles que les hormones? D'autres causes possibles, y a-t-il un dysfonctionnement entre les signaux du cerveau et les intestins? Alors, le nerf qui connecte les deux, le nerf pneumogastrique. Y a-t-il peut-être une hypersensibilité, comme une faible tolérance à la douleur? Troubles de santé mentale, puis ça, on va en parler beaucoup. Il y a un grand lien entre la santé mentale puis notre système digestif. Y a-t-il des intolérances ou des sensibilités à certains aliments? Puis y a-t-il la génétique aussi, par exemple? Y a-t-il d'autres membres de votre famille qui ont des troubles de gastro-intestinaux ou qui ont des symptômes similaires aux vôtres? Les facteurs déclencheurs courants des symptômes du syndrome du côlon irritable ne causent pas la maladie, mais peuvent augmenter la fréquence puis l'amplitude de la gravité des symptômes. Puis ça, c'est différent pour chaque personne. Alors, c'est pour ça que je dis que chaque personne qui vit avec cette maladie-là, c'est unique pour chaque individu. Pas tout le monde va réagir de la même façon, avec les mêmes déclencheurs. Pas tout le monde va avoir besoin des mêmes stratégies de traitement pour leur aider. Alors, c'est très unique pour chaque personne. Puis, la réaction aux facteurs, ils peuvent changer au fil du temps. Comme par exemple, quelqu'un où est-ce que le stress leur dérangeait jamais, leur système digestif, soudainement, plus tard dans la vie, sont plus sensibles au stress. Puis comment que ça affecte leur digestion, puis leur sel. Alors, les symptômes du syndrome du côlon irritable peuvent être déclenchés par 4 différentes choses. Ça peut être des fois les aliments, la nourriture, certains médicaments, certains suppléments, remèdes à base de plantes, et comme j'avais parlé tantôt, les émotions et le stress. Quand on regarde les déclencheurs qui sont vraiment liés au mode de vie, voici une liste d'exemples assez typiques. Alors, quelqu'un qui saute des repas ou des longues périodes entre les repas, par exemple, va déjeuner, travailler à son heure de dîner, puis seulement manger tard le soir, ça peut être un déclencheur. Manger trop rapidement, manger en grande quantité, ou parler en mangeant. Ça peut être des exemples aussi des fois, parce qu'on avale beaucoup d'air, puis avaler beaucoup d'air, ça peut causer des symptômes gastro-intestinaux. Ne pas bien mâcher les aliments, boire avec une paille, encore une fois, avaler plus d'air. Consommer des boissons gazeuses ou gazéfiées, mâcher de la gomme et fumer. Maintenant, quand on regarde les déclencheurs qui sont reliés à l'alimentation, encore une fois, il faut dire que c'est pas les aliments particuliers qui causent la maladie, mais c'est les aliments qui vont peut-être augmenter l'apparition des symptômes ou les amplifier, les accentuer dans plusieurs cas des gens qui vivent avec la maladie du syndrome du côlon irritable. Alors, dans certains cas, simplement réduire ou éviter la consommation de certains aliments peut réduire les symptômes. Puis, il faut dire, comme j'ai mentionné plus tôt dans la présentation, la tolérance à différents aliments et boissons peuvent changer avec le temps. Tu sais, par exemple, j'entends des fois des clients qui viennent dans mon bureau et disent « Hey, je suis capable dans le passé, quand j'étais plus jeune, je mangeais des gros repas, j'avais pas de problème à digestion. Maintenant, je mange un gros repas, puis j'ai peine de la misère, je tolère pas ça. » C'est un exemple, puis il y en a plusieurs d'autres exemples possibles que notre tolérance pour certaines situations peuvent changer.
Alors, si on regarde, c'est quoi les aliments qui sont les plus déclencheurs pour les symptômes? Alors, on commence en haut de la liste, on parle de tous des aliments qui sont riches en gras, tels que les aliments frits. Alors, avoir beaucoup de gras, des fois, ça peut être dur à digérer. Les aliments avec beaucoup de caféine. Alors, pas seulement le café, mais aussi, on parle comme le thé noir, le thé vert, un tout petit peu de caféine dedans. Les boissons gazeuses, surtout les boissons gazeuses, je parle des boissons gazeuses foncées. Les boissons énergisantes, bien sûr. Le chocolat, surtout le chocolat noir. L'alcool, vin, bière, spiritueux, les breuvages mixtes. Puis, ce qui est intéressant des breuvages mixtes, c'est qu'il faut pas oublier que des fois, il y a souvent beaucoup de sucre dans ces breuvages-là. Alors, on a quasiment une double combinaison, l'alcool et du sucre. Ça peut être doublement problématique pour certaines personnes. Les produits laitiers qui contiennent du lactose. Alors, le lait qui a le plus de lactose dans les produits laitiers, des fois le yogourt, certains fromages, tous les fromages qui sont plus mous, comme le brie, le camembert, eux vont avoir plus de lactose que par exemple un fromage ferme tel que un fromage qui a été vieilli, comme un cheddar par exemple. Puis les aliments sans sucre qui contiennent ce qu'on appelle des alcools de sucre, alors comme le sorbitol, le maltitol, tous des mots qui finissent avec OL à la fin. Ça c'est comme des substituts pour le sucre qui ont moins de calories. Mais pour certaines personnes, ça peut être dur à digérer. Alors ça va être ajouté dans les produits pour, encore une fois, diminuer les calories, mais aussi, ça va être dans, par exemple, des bonbons ou certains aliments commerciaux. Puis encore une fois, ça peut être dur à digérer pour certaines personnes. Il faut juste être conscient. D'autres déclencheurs reliés à l'alimentation. Alors, les aliments qui sont riches en sucre, surtout ceux qui ont beaucoup de fructose. Alors, ça, c'est un type de sucre qu'on retrouve dans certains aliments. Puis, il y a des gens, des fois, qui ont de la misère de digérer ces sucres-là. Alors, comme les boissons gazeuses, les jus de fruits. Mais on les trouve aussi dans différents aliments qu'on considère plus naturels, tels que le miel ou même les mangues. Il y a aussi les aliments qui causent des flatulences, des gaz. Dans ces aliments-là, on pense souvent aux légumineuses, bien sûr. Alors, lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots noirs. Si on regarde dans les légumes, il y a le chou, le brocoli, le chou-fleur, oignon, ail. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui cuisinent avec l'oignon et l'ail. Alors ça peut des fois être problématique. Chou de Bruxelles, de même que le blé, la viande rouge et les œufs. Ces trois derniers-là sont un peu moins communs, mais des fois, ils peuvent causer des gaz et des flatulences. Les aliments acides, alors, on pense aux agrumes, alors le citron, l'orange, la lime, on pense aussi dans les légumes comme la tomate. Ça peut des fois causer des brûlures d'estomac pour certaines personnes. De même que les aliments épicés. Alors, comme les aliments qui ont beaucoup d'épices, surtout des choses qui sont très épicées. Moi, je pense souvent quand je mange certains mets asiatiques ou certains mets indiens qui sont très épicés. Alors ça, bref, ça peut causer des brûlures d'estomac pour certaines personnes. Alors, vraiment, pensez que aussi, là, on a vu différents déclencheurs avec l'alimentation, mais pensez quand vous allez au restaurant. Parce que je dis le restaurant parce que dans le restaurant, il existe beaucoup de différents déclencheurs possibles. Par exemple, vous commandez un breuvage alcoolisé, tel que la bière. Peut-être vous allez manger un mets qui a peut-être un peu de crème ou du lait ou d'autres produits laitiers. Peut-être y avoir beaucoup d'épices. Peut-être vous allez finir votre repas avec un dessert puis un café. Puis peut-être le repas en général va être plus lourd et plus gras. Alors, juste soyez conscient des différents déclencheurs qui peuvent arriver au restaurant parce qu'il va y en avoir beaucoup souvent. En termes de traitement, le but ici, c'est vraiment de réduire les symptômes. Puis encore une fois, pour chaque personne, les symptômes sont différents, de même que les déclencheurs. Alors, être conscient, c'est quoi les déclencheurs qui me dérangent et moi, ma santé digestive, puis qu'est-ce que je peux modifier avec ça. Alors, pour certaines personnes, ça va peut-être de gérer le stress. Pour d'autres, ça va être de faire un peu plus d'activité physique. Puis, pour d'autres personnes, ça va être de modifier le régime alimentaire, puis surtout au niveau des déclencheurs qu'ils ont trouvés. Il y a aussi certains médicaments ou suppléments qui peuvent aider à diminuer les symptômes. Alors, si jamais vous avez des questions sur ça, je vous encourage de parler avec votre médecin. Mais on parle des fois, il y a certains médicaments qui peuvent aider au niveau des spasmes intestinaux. Puis il y a aussi des suppléments, comme des suppléments, comme on appelle des agents gonflants, qui ont des fibres, comme du son de blé ou du psyllium, qui peuvent des fois aider avec la fréquence, puis aussi la forme des selles. Voici un autre bon vidéo de la Société gastro-intestinale qui résume d'une façon visuelle les différents traitements pour le syndrome du côlon irritable. Alors, c'est très intéressant, c'est juste 5 minutes. Alors, si ça vous intéresse, je vous encourage de cliquer sur le lien. La gestion du stress était un autre volet important à regarder quand on parle du syndrome du côlon irritable.
Alors, réfléchissez à vos habitudes de sommeil. Combien d'heures est-ce que vous dormez, puis c'est quoi la qualité? Y a-t-il un changement à ce niveau-là? Avez-vous de la difficulté à vous endormir ou à rester endormi? Éviter le stress inutile, bien sûr, alors que ce soit d'écouter un genre de film d'horreur avant de vous coucher, ou lire des mauvaises nouvelles qui se passent dans le monde avant aller faire dodo. Puis trouver des techniques qui vous aident à gérer votre stress qui fonctionnent pour vous, parce qu'il n'y a pas une solution miracle pour tout le monde, mais chaque personne a sa propre façon de gérer son stress, que ce soit de bouger plus, de vous exprimer, de se détendre, relaxer, ou même juste de connecter avec d'autres gens qui vivent des défis ou des stress similaires aux vôtres. Dans certains cas, les symptômes gastro-intestinaux peuvent être principalement liés au stress et à la santé mentale. Puis ça, c'est vrai, je vois ça souvent dans ma pratique, où est-ce que l'alimentation joue juste un petit rôle sur leurs symptômes du syndrome du côlon irritable. Alors, c'est quelque chose d'important à considérer. Puis si c'est le cas pour vous, je vous encourage de parler avec un travailleur social ou avec un psychologue. À l'équipe de santé familiale Clarence Rockland, on a accès à ces services-là. Vous pouvez voir avec votre équipe de santé familiale si vous avez accès aussi. Puis si oui, je vous encourage de faire une consultation. Dans certains cas, faire de l'exercice régulièrement peut aider à diminuer les symptômes du syndrome du côlon irritable. En moyenne, les adultes devraient viser pour environ 30 minutes d'activité physique par jour. Alors, c'est toujours bon de parler avec votre médecin avant de commencer une nouvelle activité physique, surtout si vous vivez avec certaines maladies chroniques. Choisissez une activité que vous aimez, qui vous apporte de la joie, parce que si c'est le cas, ça va être beaucoup plus facile de maintenir la longue, ça va être moins ardu comme travail à faire, ça va être plus plaisant. Commencez lentement, alors pour donner le temps à votre corps de s'habituer à l'exercice, ça va aussi minimiser les blessures à la longue. Alors, augmentez progressivement la durée et la fréquence de votre activité physique ou l'exercice. Puis si vous avez besoin d'encadrement, dans certaines équipes de santé familiale, il y a des fois des kinésiologues qui y travaillent, des spécialistes en exercice et activité physique. On en a une à l'équipe de santé familiale Clarence Rockland. Vous pouvez voir avec votre clinique si vous avez accès ou non. Des fois, les médicaments ou les suppléments que vous prenez peuvent affecter votre système digestif. Si vous pensez que c'est le cas, surtout vous avez commencé quelque chose dernièrement, puis c'est en même temps plus ou moins que vos symptômes ont commencé, je vous encourage de parler avec votre médecin ou le pharmacien pour avoir plus d'informations. Si vous pensez faire des changements, pensez à faire un changement à la fois pour voir s'il y a eu une amélioration ou non de vos symptômes. Si on regarde c'est quoi les premières modifications qu'on doit faire à l'alimentation, la première chose à faire, c'est d'ajuster vos habitudes de repas. Alors, essayez de manger 3 repas par jour au moins. Finalement, des plus petits repas, parce que c'est plus facile à digérer que des gros repas. Puis éviter des longs laps de temps entre les repas. C'est parce que ceci peut des fois nous apporter à manger plus pour le prochain repas et ensuite avoir des symptômes. On va limiter la quantité d'air ingéré. Alors, pour y arriver, on va manger lentement, on va bien mâcher les aliments, puis garder la bouche fermée. Alors, quand on parle des fois avec des collègues ou de la famille en marchant, il y a plus de chances que l'air entre dans la bouche, dans les intestins. On va éviter les boissons gazéfiées, la gomme à mâcher, les pailles. Puis si vous fumez, envisagez de réduire ou de cesser votre consommation de tabac. Ensuite, on va aussi envisager de réduire ou d'éliminer les aliments problématiques courants. Alors, on les a toutes vu la liste plus tôt, que ce soit le café, les produits laitiers, les aliments riches en sucre ou en gras, peu importe le déclencheur pour vous, essayez de réduire ou d'éliminer ce déclencheur pour le moment pour voir si vous vous améliorez ou non. Pour des modifications secondaires à l'alimentation, si les premières choses qu'on a changées, c'était pas assez, bien à ce point-ci, on peut peut-être envisager une probiotique. On va en parler dans les prochaines diapos, comment choisir une pour le syndrome du côlon irritable. On peut aussi peut-être essayer des produits qui diminuent les flatulences, comme le Bino, le Digesta. On peut aussi, puis ça fonctionne très bien, c'est faire un journal alimentaire de nos symptômes, puis qu'est-ce qu'on mange. Pendant 1-2 semaines, ça peut mettre plus longtemps si on a besoin de plus de temps pour voir les liens, parce qu'on veut vraiment trouver les déclencheurs. Alors, on veut noter c'est quoi les symptômes, combien de temps ça dure, quand est-ce que ça arrive, à quel moment après on va manger, noter le type et la quantité d'aliments, les boissons qui ont été consommées par les liens, à quelle heure qu'on a mangé, voir s'il y avait des changements au niveau du sommeil, l'activité, l'humeur, le stress, l'anxiété, parce que ça, c'est un moment, peut-être on va voir, c'est pas l'alimentation nécessairement, mais c'est peut-être d'autres choses dans le mode de vie qui affectent nos symptômes.
puis aussi tout autre renseignement vous pensez qui sont importants de le noter dans le journal pour, encore une fois, faire des liens. Après avoir fait le journal des symptômes, on pourrait par la suite faire une diète éliminatoire. Alors, on pourrait éliminer un aliment déclencheur à la fois, puis le faire pour 2 à 4 semaines, ce qu'on appellerait une phase d'élimination. Puis ensuite, voir est-ce que nos symptômes sont améliorés ou non. Si oui, tant mieux. Ça veut dire qu'il y avait probablement quelque chose avec cet aliment-là qui nous dérangeait. Alors, on peut considérer d'arrêter de le consommer ou peut-être de le réintégrer doucement. Ça serait plus une phase de réintroduction. Puis si on décide de faire ça, ça serait très graduel, une petite quantité, un peu chaque jour, voir jusqu'à quel point qu'on peut le tolérer. Moi, je le recommande souvent à mes clients de faire ça parce que ça donne une idée jusqu'à quel point on peut le tolérer. Alors, si jamais vous allez, on va dire, vous avez des défis avec tout ce qui est choux, brocolis, chou-fleur, puis si vous savez que vous pouvez tolérer une petite quantité, si jamais vous allez voir de la famille pour une visite ou vous allez au restaurant, puis il y a une petite quantité de ces aliments-là dans votre assiette, vous allez avoir moins d'inquiétude parce que vous savez que vous pouvez tolérer une petite quantité. Tandis que si vous ne l'auriez pas su, ça vous inquiéterait beaucoup puis ça devient plus difficile. En tout cas, ça c'est un avantage avec la phase de réintroduction. Puis si vos symptômes ne s'améliorent pas, après avoir éliminé un aliment déclencheur potentiel, bien là, vous pouvez considérer de le réintégrer dans votre alimentation parce que ça n'a pas eu l'effet désiré. Concernant les probiotiques maintenant. Alors, les probiotiques, c'est des organismes vivants qui exercent des effets bénéfiques sur la santé de la personne. Alors, pas seulement au niveau de la digestion, mais ils peuvent aider de différentes façons aussi. Mais définitivement, ils peuvent être associés à une amélioration des symptômes du syndrome du côlon irritable. Mais il faut choisir la bonne probiotique pour le problème qu'on essaie de régler. Alors, au Canada, il existe 3 différentes sortes de probiotiques qui ont été prouvées d'aider le syndrome du côlon irritable. J'ai mis les photos des 3 produits en bas de la diapo ici. Alors, le Touzin, le Bioca et le Align. Alors, ce que moi je vois souvent dans ma pratique, c'est des fois les gens vont prendre n'importe quelle sorte de probiotique, puis il ne va pas nécessairement avoir la bonne bactérie dedans pour aider avec le syndrome du côlon irritable. Alors, par exemple, si on regarde le produit Touzin, lui, il y a le Lactobacillus plantarum 299V. Vous n'avez pas besoin de savoir ça, mais juste pour vous donner l'exemple qu'il y a une certaine bactérie spécifique, un genre, une espèce, puis une souche de bactéries qui est dans ce produit-là et qui a été démontré d'aider le syndrome du côlon irritable. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, les probiotiques. Puis c'est comme le fait de médicaments, les gens prennent des fois les médicaments pour régler un certain problème. Même chose, on prend un certain probiotique pour régler un certain problème. Alors, c'est spécifique. Mais si vous décidez de prendre du probiotique, dans les 3 qui sont ici en bas, il faut le prendre pour un minimum de 4 semaines pour voir s'il y a des avantages ou non. S'il n'y en a pas après 4 semaines, vous pouvez changer de produit. Alors, si vous avez commencé avec le Bioca, ça n'a pas fonctionné après 4 semaines, vous avez trouvé Align à la pharmacie, vous pouvez essayer Align. Si ça va bien, après 4 semaines, vous pouvez le continuer jusqu'à ce que vos symptômes sont stables, puis il va bien. À ce moment-là, vous pouvez arrêter le probiotique. Si les symptômes reviennent plus tard dans le futur, vous pouvez le recommencer encore une fois. Ça, c'est un peu le protocole pour les probiotiques. Les probiotiques se trouvent également dans certains aliments fermentés, tels que le yogourt, le kéfir, fromage, miso, tempeh, choucroute, kimchi. Des fois, c'est aussi ajouté dans certains aliments, mais c'est difficile de savoir exactement c'est quoi la concentration ou la quantité exacte des bactéries dans ces produits-là. Tout de même, ils peuvent améliorer certains troubles gastro-intestinaux, y compris ceux qu'on a discutés pour les reliés au syndrome du côlon irritable. Puis les effets peuvent varier d'une personne à l'autre. Alors, ça va dépendre de combien de probiotiques qu'on consomme dans ces produits-là, puis sur combien de temps. Alors, par exemple, deux exemples en bas ici. Les Yogo Activia, ils ont démontré pouvoir aider au niveau de la constipation, tandis que les breuvages Yogo à boire d'Anactive, ils ont démontré être capables d'aider à prévenir la diarrhée reliée à la prise d'antibiotiques. Il est aussi important de parler des prébiotiques. Alors, ceux-ci sont des glucides non digestifs qui servent de nourriture probiotique. Les prébiotiques peuvent aider les probiotiques à se multiplier et à demeurer dans votre système digestif. Alors, il y a besoin de plus de recherches pour mieux comprendre c'est quoi les effets en particulier que ces prébiotiques font, mais tout de même, ils ont souvent beaucoup de fibres puis beaucoup d'éléments nutritifs. Alors, c'est bon d'en avoir de toute façon. Des exemples de prébiotiques, on voit en bas ici dans la diapo, oignon, ail, orge, des grains entiers, le seigle, la banane, tomate, certains suppléments de fibres
ils ont le prébiotique sous forme de inuline dans la liste d'ingrédients. Alors, il existe deux types de fibres. On a les insolubles puis les solubles. Les deux sont importants pour la santé digestive, mais la tolérance peut varier d'une personne à l'autre en termes de le type de fibre et la quantité de fibre qui est consommée. Il faut dire que les aliments, ils n'ont pas nécessairement juste solubles ou juste insolubles, c'est pas toujours ça le cas. Souvent, ils ont un mélange, une combinaison des deux, mais peut-être plus d'une sorte ou l'autre. Alors, si on regarde les fibres insolubles, ce sont des fibres alimentaires qui aident les aliments à circuler plus rapidement dans le système digestif. Alors, là, on peut penser à peut-être aider pour la constipation. Où est-ce qu'on les trouve? Fibres de son, grains entiers, son de blé, son de maïs, les noix, les graines, les pelures de légumes et de fruits. Si on regarde les fibres solubles, eux, ce sont des fibres qui absorbent l'eau et forment un gel qui ralentit la digestion. Alors là, on peut penser que ça peut aider avec la diarrhée. Les sources, l'avoine, l'orge, les bananes, les légumineuses telles que pois chiches, haricots rouges, haricots noirs, lentilles, etc. Les graines de lin, surtout il faut les prendre moulues si on en prend, le psyllium. Puis il y a quelques études qui démontrent que peut-être certaines personnes tolèrent mieux les fibres solubles telles que les gens qui vivent avec le syndrome du côlon irritable de type constipation. Mais en résumé, il faut consommer une grande variété de fibres, puis soyez conscient de vos symptômes s'ils changent avec la quantité ou le type de fibres que vous consommez, parce que ça, la tolérance peut varier d'une personne à l'autre qui vit avec le syndrome du côlon irritable. Si après avoir fait plusieurs des changements discutés et vous ne voyez pas grands avantages ou qu'il y a plusieurs aliments déclencheurs qui dérangent votre santé digestive, peut-être vous allez bénéficier de faire une diète faible en FODMAP. Alors, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, c'est de plus en plus populaire depuis les derniers 10-15 ans. L'acronyme est ici sur la diapo, alors FODMAP, qui veut dire fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et, en anglais c'est and, polyol. Alors, les FODMAP, qu'est-ce que c'est? C'est des fibres, des sucres et des alcools de sucre digérés par les bactéries dans l'intestin lors du processus normal de digestion. Mais qu'est-ce qui arrive pour les gens qui vivent avec le syndrome du côlon irritable? Les aliments qui sont riches en FODMAP pourraient déclencher des symptômes tels que les flatulences, les ballonnements et les douleurs abdominales. Je vous encourage de visiter le lien qui est sur la diapo ici. C'est une courte vidéo qui démontre comment est-ce que les FODMAP peuvent causer des symptômes digestifs. C'est une vidéo de l'Université Monash. Alors, c'est l'université en Australie qui a en fait beaucoup de recherches puis a découvert un peu cette diète low FODMAP pour aider les gens qui vivent le syndrome du côlon irritable. Alors, encore une fois, un petit court vidéo visuel très intéressant. Je vous encourage de l'écouter. La tolérance de chaque personne aux différents types de sucre peut varier. Ici, on a une liste d'exemples des 6 types de FODMAP. Alors, on a les groupes fructose, lactose, sorbitol, galacto-oligosaccharides, mannitol et les fructosanes. Puis, on a quelques exemples de chaque groupe. C'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour montrer quelques exemples de chaque catégorie, puis quel sucre est-ce que ces aliments-là contiennent. Alors, des fois, il va y avoir peut-être des gens qui vont tolérer 4 ou 5 des 6 groupes qui sont là. Mais c'est en faisant la diète faible en FODMAP qu'on va mieux comprendre c'est quoi le niveau de tolérance des différents sucres, puis c'est lesquels qu'on ne tolère pas, puis si c'est le cas, on peut les éviter, faire des modifications de l'alimentation. Alors par exemple, peut-être quelqu'un, après avoir fait une diète faible en FODMAP, va voir que le fructose et le lactose, c'est des aliments qui ont beaucoup de difficultés à digérer, mais pas les autres 4 groupes. Si vous voulez en apprendre plus sur la diète faible en FODMAP, je vous encourage d'aller visiter le site web de l'Université Monash. Alors ici, monashfodmap.com, il y a beaucoup de ressources incluant des recettes puis de l'information sur comment s'y prendre pour faire la diète. Si vous voulez aller un peu plus loin aussi, vous pouvez télécharger l'application. C'est une application payante, puis c'est sûr qu'il existe beaucoup d'autres applications qui sont pas payantes pour aider avec la diète. Mais ça, c'est une que je trouve qui est assez pratique, puis ça vient de la source de l'organisation qui a développé cette diète-là. C'est très facile à aller à travers les aliments, puis voir lesquels ont des FODMAP, puis si oui, il y en a, c'est quoi, combien qu'il y en a, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Alors, très facile à utiliser, très visuel. Alors, c'est une autre ressource qui peut être utile. Quand on fait une diète faible en FODMAP, il y a 3 phases à suivre. La première étant de faire l'alimentation faible en FODMAP pour environ 4 semaines,
Puis, en temps normal, si on le fait bien, si on le fait vraiment strict, ou est-ce qu'on enlève tous les aliments qui sont riches en FODMAP, on devrait déjà avoir des améliorations de nos symptômes dans les premières 2-3 semaines. Ensuite, on fait une phase de réintroduction, une phase genre test, où est-ce qu'on va réessayer certains FODMAP pour voir si on tolère certains groupes plus que non. Par la suite, après on a découvert quel FODMAP qu'on tolère et qu'on ne tolère pas, on va évaluer est-ce que notre alimentation est encore équilibrée ou non, puis faire des ajustements. C'est là que travailler avec un ou une diététiste est très important. Pour la phase de réintroduction, il n'y a pas une façon spécifique de le faire. Mais en temps normal, on peut essayer une introduction à la fois sur 4 jours pour vraiment bien comprendre le niveau de tolérance du FODMAP test. Ici, on a un exemple de réintroduction pour le FODMAP sorbitol. Alors, l'avocat est un aliment qui il y a juste un type de FODMAP dedans qui est le sorbitol, et alors il n'y a pas les autres 5 FODMAP. Alors, c'est un bon aliment test pour le sorbitol. Alors, jour 1, c'est toujours la plus petite quantité. On prendrait genre un quart d'avocat. Si tout va bien, jour 2, on irait à une demi. Jour 3, si on n'a encore pas de symptômes, 3 quarts d'un avocat. Jour 4, on n'en consomme pas, mais on reste vigilant pour voir s'il y a des symptômes qui arrivent ou non. S'il n'y a pas de symptômes, ça veut dire qu'on tolère bien le groupe de sorbitol. On peut recommencer à manger des FODMAP qui contiennent du sorbitol. Mais si, par exemple, jour 2, on avait des symptômes après avoir mangé une demi-avocat, là, on peut se dire on ne tolère pas le sorbitol complètement. On a une légère tolérance. Alors, si on a en petite quantité dans certains aliments ou certains repas, ça devrait être correct. Alors, on peut comprendre que notre tolérance n'est pas, on ne le tolère pas complètement, mais on tolère une petite quantité. Alors ça, c'est un exemple pour une phase de réintroduction. Puis il faut aussi dire, c'est important de ne pas manger d'autres aliments déclencheurs qui pourraient confondre l'expérience de la phase de réintroduction. Alors, soyez juste vigilants, gardez l'alimentation le plus stable possible, puis juste pour se concentrer sur votre tolérance de l'aliment test. Pour en savoir plus sur l'alimentation faible en FODMAP et aussi pour vous aider à vous guider à travers cette expérience-là, je vous encourage fortement de connecter, de parler avec le ou la diététiste à votre équipe de santé familiale. Concernant le gluten et le fructosane, alors des fois j'ai beaucoup de clients qui vont essayer une diète sans gluten pour essayer d'améliorer leurs symptômes du syndrome du côlon irritable. Alors présentement, la recherche ne permet pas de conclure que ce type de régime peut contribuer à réduire les symptômes du syndrome du côlon irritable, mais notez par exemple qu'il y a beaucoup d'aliments qui contiennent du gluten, qui contiennent aussi du fructosane, qui est un FODMAP. Alors, des fois, c'est de dire, si vous trouvez que réduire le gluten, ça aide vos symptômes, il y a peut-être des chances que ce soit le fructosane qui dérange vos symptômes. Alors, soyez vigilants par rapport à l'ail, l'oignon, l'orge, le blé. Alors, il y a peut-être ça qui dérange les symptômes. Alors, juste soyez vigilants au niveau de ceci quand vous voyez que réduire le gluten semble vous aider. L'essence de menthe poivrée peut être une autre option pour aider le syndrome du côlon irritable. Alors, il y a différentes raisons pourquoi que c'est bénéfique. Alors, en voici quelques-unes. C'est analgésique. Ça voulant dire que ça aide à soulager la douleur, la distension abdominale. Aussi antispasmodique, que ça peut détendre les muscles lisses du système digestif. Antibactérien, antifongique. En d'autres mots, ça aide à empêcher la croissance de certaines bactéries. Ça peut aussi être un stimulant digestif. Alors, stimule la sécrétion de bile pour aider la digestion des gras. Alors, si jamais c'est une option que vous l'essayez, la posologie recommandée par la littérature scientifique dans le moment présent, c'est 0,2 à 0,4 ml de capsule en enrobage entérosoluble 3 fois par jour des repas. La capsule entérosoluble aide à ce que la capsule passe à travers l'estomac, l'acidité de l'estomac pour ensuite se libérer dans le petit intestin. Puis des fois, avoir une capsule comme ça peut aussi minimiser les brûlures d'estomac ou les reflux si on est déjà quelqu'un qui est porté à en avoir. Si jamais, au cours de votre cheminement pour améliorer vos symptômes digestifs, vous pouvez toujours avoir accès à un ou une diététiste à votre équipe de santé familiale. Alors, un diététiste peut vous offrir une thérapie nutritionnelle personnalisée. Alors, bref, examiner votre alimentation, vérifier si elle est saine et équilibrée, faire des recommandations de suppléments de vitamines au besoin, examiner vos habitudes de vie, puis de mieux voir quels sont les déclencheurs possibles, vous montrer comment tenir un journal alimentaire des symptômes,
et l'examiner avec vous concernant les déclencheurs, offrir des suggestions pour gérer les symptômes, donner des idées de repas, des recettes adaptées à vos besoins, à vos goûts. Surtout, si vous décidez de faire une diète FODMAP, je vous encourage fortement de travailler avec un ou une diététiste avec ça, parce qu'il y a beaucoup de changements qui peuvent être faits, puis il y a beaucoup de différentes stratégies à élaborer à travers les 3 phases de cette diète FODMAP-là. En résumé, les intestins ne sont pas comme Las Vegas. Ce qui se passe dans vos intestins ne reste pas dans les intestins. Ça, c'est une citation qui vient de Gut Stuff, de Twitter, d'un compte Twitter. J'avais vu ça à une conférence, puis je trouvais ça bien drôle, alors je pensais que je le partageais avec vous aujourd'hui. Puis maintenant, pour résumer un peu toutes les différentes stratégies qu'on a discutées, manger des petits repas et des collations à des heures régulières, consommer une variété d'aliments sains aux repas et aux collations, intégrer des aliments contenant des fibres solubles pour favoriser une santé digestive optimale, mâcher bien la nourriture, éviter de parler en mangeant, pour bien sûr éviter d'avaler trop d'air, manger dans une ambiance détendue, éviter les distractions comme la télévision ou l'ordinateur, écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps pour éviter de trop manger, éviter de mâcher de la gomme, de consommer des boissons gazéfiées, de boire qu'une paille, encore une fois pour minimiser l'air avalé, buvez beaucoup de liquide, l'eau est bien sûr le meilleur choix, surtout si vous mangez plus de fibres, il faut avoir beaucoup d'eau avec ça pour pas avoir d'indigestion. Envisagez d'utiliser des probiotiques, comme ceux qu'on a parlé. Trouvez des moyens de gérer et de réduire votre stress. Faites de l'activité physique. Envisagez une alimentation faible en FODMAP au besoin, selon les stratégies qui ont fonctionné pour vous jusqu'à ce moment-là. Puis, consultez un ou une diététiste pour vous aider à vous guider à travers différentes stratégies pour aider votre digestion. Alors, merci de votre attention aujourd'hui. J'espère que la présentation vous a donné quelques trucs et idées pour aider à gérer les différents symptômes du syndrome du côlon irritable. Alors, rappelez-vous, vous pouvez toujours retourner en arrière dans la présentation si vous avez manqué des sections ou de vous voulez réviser d'autres parties. Alors, merci encore et passez une bonne journée.